Il eut 3 enfants avec sa propre sœur, le patriarche le plus incestueux des montagnes de Durango. Le plus terrifiant n'est pas toujours ce qui se voit, mais ce qui a été normalisé au point de ne pas éveiller l'alarme. Parfois, l'horreur ne crie pas, ne saigne pas, ne frappe pas à la porte la nuit. Parfois, il s'assied pour déjeuner chaque matin, récolte des tomates dans le potager et lit la Vivia à voix basse au crépuscule. Ainsi vivaient les rois, dans une cabane oubliée en haut des montagnes de Durango, où les jours se répétaient identiques pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un, enfin, décide de regarder de plus près. Je suis Burgo, et tu es dans le Mexique interdit. Aujourd'hui, je te raconterai une histoire qui nous est parvenue grâce à une source anonyme et qui fut reconstruite à partir de documents, d'entretiens et de témoignages recueillis pendant plus d'une décennie. Si les cas qui exposent ce que beaucoup préfèrent taire t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser dans les commentaires de quel état ou région tu nous regardes, afin que nous puissions aussi enquêter sur des cas cachés de ta communauté. Maintenant, écoute-moi bien. Ce que je vais te raconter n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Tout commença par un rapport discret au DIF local en mars 1991. Quelqu'un dans le village de Tepeguans avait dit, sans signer son nom, qu'en haut de la Sierra vivaient des enfants dans des conditions préoccupantes, sans école, sans vaccin, sans acte, sans rien. Une travailleuse sociale nommée Laura Castañeda fut assignée au cas. Elle était habituée à visiter des communautés rurales, mais cette fois-ci fut différente. Dès le premier moment où elle vit la cabane, isolée entre les pins et la terre sèche, elle sut que quelque chose n'allait pas. Il y avait une quiétude antinaturelle, comme si le temps avait cessé d'avancer à cet endroit. La maison était une ancienne structure en bois, construite avec des troncs épais et un toit de tôle rouillé. Elle avait un seul chemin de terre, presque impraticable après les pluies, et se trouvait à plus de 30 km du premier centre de santé. À l'entrée, un homme au visage dur et au regard pénétrant lui ouvrit la porte. Il s'appelait Ezequiel Reyes. Il avait 52 ans, une barbe grisonnante et des yeux bleu clair si étranges dans ces terres que Laura s'en souviendrait pour toujours. Avec lui vivaient 3 enfants, Samuel de 12 ans, Myriam de 8 ans et Ruben d'à peine 5 ans. Et une femme silencieuse, mince et cernée, que Laura identifierait plus tard comme Estela Reyes, la sœur d'Ézéchiel. La première impression fut confuse. Apparemment, c'était une famille paysanne de plus. Cependant, plus Laura observait, plus les détails lui semblaient perturbants. Les 3 enfants n'étaient pas enregistrés. Aucun n'avait été vacciné. Ils dormaient dans des couchettes improvisées, avec des couvertures trouées et un poêle à bois qui suffisait à peine pour chauffer une casserole de haricots. Mais ce qui l'inquiéta le plus fut la ressemblance entre eux. Ils ne partageaient pas seulement des traits communs, comme cela arrive avec des frères et sœurs. Ils avaient le même type d'yeux, la même forme exacte des pommettes, la même courbure des oreilles. C'était comme voir 3 versions enfantines des adultes qui s'en occupaient. Et ce n'était pas une coïncidence. Quand Laura demanda à propos de la mère des enfants, Ézéchiel détourna le regard et murmura qu'elle était morte à la naissance du plus petit. Estella, debout derrière lui, baissa les yeux et ne dit rien. Son silence fut plus éloquent que n'importe quel mot. Laura retourna au village avec l'estomac noué et la certitude qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus grave que ce qu'elle attendait. Dans son rapport, il écrivit une seule phrase en lettres majuscules, possible avec une certaine audace. Une semaine après, le DIF, accompagné d'un pédiatre rural et d'un officier du ministère public, retourna à la cabane pour réaliser une inspection formelle. Le docteur Raúl Menéndez, avec 25 ans d'expérience dans des communautés marginalisées, examina les enfants un par un. Samuel avait un doigt supplémentaire à la main gauche. Myriam souffrait d'un strabisme sévère
et de malformations dentaires. Ruben ne répondait pas aux stimuli de base et prononçait à peine des mots. Les soupçons de Laura prenaient forme clinique. Le docteur nota dans son carnet 3 mots. Endogamie de premier degré. Malgré l'attention évidente, Ézéchiel resta défiant. Il dit que sa famille n'avait besoin de personne, qu'ils avaient toujours bien vécu et qu'il ne pensait pas livrer ses enfants. Il se référait aux enfants avec une possession absolue, comme s'ils étaient des extensions de lui-même. Il répétait constamment une phrase « Ce qui pousse sur cette terre est de cette terre et pour cette terre ». L'officier tenta de lui expliquer qu'il fallait des actes de naissance, des certificats médicaux, des preuves de scolarité, mais l'homme s'enferma dans son silence obstiné. Estella restait silencieuse, mais chaque fois que Laura la regardait, elle notait un léger tremblement dans ses mains, comme si elle contenait quelque chose qui ne pouvait pas sortir. Pendant que les ordonnances judiciaires étaient traitées, Laura commença à chercher des informations dans les archives de la municipalité. Elle découvrit que ni Ézéchiel ni Estella n'étaient mariés. En fait, tous deux apparaissaient comme frères dans les registres de naissance, enfants de Thomas et Mariana Reyes. Paysans décédés dans un incendie en 1979. Depuis lors, il n'y avait pas de registres officiels d'eux, ni de travaux, ni de propriété, ni d'interaction avec le gouvernement. C'était comme s'ils avaient disparu du monde civil et fondé un petit royaume isolé là-haut dans la montagne. Un jour, une vieille femme se présenta au bureau du DIF. Elle s'appelait Angela Carranza et avait 79 ans. Elle avait vécu près de la famille Reyes pendant des décennies et venait parler sans que personne ne l'appelle. Elle dit qu'elle connaissait Thomas et Mariana, les parents d'Ézéchiel et Estella, et qu'ils pratiquaient déjà des formes d'isolement extrême. Selon son récit, il croyait que la société moderne était corrompue et que la seule façon de rester pur serait de ne se mélanger avec personne. Il le disait à voix haute et sans honte. Angela se rappela avoir vu Estella enceinte au moins 2 fois dans les années 80. Quand elle demanda pour le père, Ézéchiel accourut de la propriété. Il ne revint jamais, mais depuis lors elle garda cette inquiétude comme une épine qui ne la laissait pas dormir. Elle raconta qu'elle tenta de dénoncer à l'époque, mais personne ne la crut. Les autorités locales pensèrent que c'étaient des commérages de village, des exagérations d'une vieille fouineuse. Avec ces nouvelles données, Laura chercha dans les registres médicaux régionaux et trouva un schéma inquiétant. Estella avait été soignée dans des cliniques rurales en 1980, 1983 et 1986, chaque fois sous un nom distinct, mais toujours avec les mêmes données cliniques. Femme adulte, mince, enceinte, sans accompagnateur. Dans tous les cas, elle abandonna l'attention médicale avant l'accouchement. Il n'y eut jamais d'acte de naissance ni de suivi postérieur. C'était comme si les enfants naissaient invisibles. La dernière pièce du puzzle arriva sous forme d'urgence. Ruben, le plus jeune, tomba malade avec une forte fièvre et des problèmes respiratoires. Ézéchiel, acculé, permit qu'on l'emmène à l'hôpital régional de Durango. Là, le généticien docteur Emilio Barrera l'examina et demanda des études avancées. Le diagnostic préliminaire fut dévastateur. Syndrome d'Apert, une condition génétique rare qui se présente habituellement chez les enfants de parents ayant des liens consanguins très proches. Le docteur le dit d'une voix grave, « Cet enfant n'est pas le fils de cousin, c'est le fils de frères et sœurs. » Pendant les nuits à l'hôpital, Estella restait près du lit de l'enfant, sans dormir, sans parler. Un matin, quand elle pensa que personne ne l'écoutait, elle murmura à Laura quelque chose qui la laisserait glacée. Elle dit qu'après l'incendie, Ézéchiel changea. Qu'il commença à dire qu'ils étaient les élus,
qu'ils devaient prendre soin de leur sang, protéger leur lignée. Que le monde extérieur était dangereux et que tout ce dont ils avaient besoin, ils l'avaient déjà entre eux. Elle ne le confessa pas ouvertement, mais ne le nia pas non plus. Elle baissa seulement la tête et dit qu'elle ne savait pas comment terminer ce qu'elle avait commencé. Dehors, les montagnes restaient silencieuses. Mais à l'intérieur, dans cet hôpital, commençait à se révéler une vérité que le village avait ignorée pendant des années. Le diagnostic génétique ne laissait place à aucun doute, mais la procédure légale était plus complexe que quiconque l'imaginait. Bien que les médecins de l'hôpital de Durango fussent convaincus que Ruben était le fils d'une relation incestueuse, ils ne pouvaient pas présenter cela comme preuve suffisante. Ainsi, il manquait un ordre judiciaire pour réaliser des tests ADN sur les adultes. Et cela exigeait de démontrer qu'il existait un risque clair pour les enfants. Sans antécédents de violence physique directe, sans plaintes antérieures, sans lésions visibles au-delà du médical, la bureaucratie se transforma en un bourbier. Pendant ce temps, Ruben restait hospitalisé, et Laura Castañeda utilisait chaque visite comme une opportunité pour se rapprocher davantage d'Estela. Elle ne la pressa jamais. Au lieu de poser des questions, elle lui offrait du café chaud, une couverture ou simplement le silence. Au bout de quelques jours, Estela commença à parler de sa propre volonté. Pas beaucoup, seulement des phrases isolées. Mais suffisamment pour que Laura comprenne que son histoire était plus douloureuse que ce qu'elle avait imaginé. Estela dit qu'elle ne se souvenait pas bien de quand tout avait commencé. Qu'au début, après l'incendie de leurs parents, elle et son frère survivaient simplement. Qu'ils avaient peur qu'on les sépare, et c'est pourquoi ils ne descendaient pas au village. Celui-là sortait de temps en temps pour acheter du sel, à ses Carovella, mais il revenait toujours rapidement. Il ne lui permettait jamais de parler à quiconque. Il lui disait que les gens étaient pervers, qu'ils voulaient l'emmener, que les gouvernements détruisaient les familles, et elle le crut. Elle raconta que les années passaient lentement, que le silence dans la montagne était si profond que les pensées faisaient du bruit. Qu'une nuit, pendant qu'elle pleurait la mort de sa mère, celui-là lui dit qu'elle n'était pas seule, qu'ils étaient de sang pur, qu'ensemble ils étaient plus forts. Laura ne posa plus de questions. Ce n'était pas nécessaire. Le tremblement dans la voix d'Estela, sa façon de s'étreindre elle-même en parlant, révélait ce que les mots ne pouvaient pas. Pendant que Ruben se stabilisait, Samuel et Myriam restèrent sous la supervision du DIF, dans un foyer temporaire. Ce fut là que l'histoire commença à se refermer comme un poing. L'enseignante chargée de l'évaluation éducative initiale nota quelque chose d'inquiétant. Myriam non seulement évitait de parler de sa famille, mais elle se référait à Estela comme maman à voix basse, et à celui-là comme lui, sans oser le nommer. Quand un psychologue du centre lui a demandé si ses parents étaient frères et sœurs, la fillette a baissé la tête et était restée silencieuse. Ensuite, sans lever les yeux, elle a dit que c'était ce qu'on leur avait toujours dit, qu'ils étaient différents, que leur famille était spéciale. Ce fut ce témoignage qui permit au parquet de Durango de demander une ordonnance pour réaliser des tests génétiques formels. Le juge de district, conscient de la gravité de l'affaire et de l'implication institutionnelle qu'elle pouvait avoir, signa l'autorisation en moins de 24 heures. Les échantillons de sang furent prélevés avec un accompagnement légal. En novembre 1991, les résultats arrivèrent. Les 3 enfants partagèrent du matériel génétique avec les 2 adultes. La probabilité que Ace, Kien et Estela soient les parents biologiques était supérieure à 99,9%. Le rapport médical fut catégorique, avec une consanguinité de premier degré confirmée. Schéma d'endogamie continue.
La nouvelle tomba comme une bombe. Bien que les autorités aient tenté de garder l'affaire secrète pour protéger l'identité des mineurs, dans un si petit village, les rumeurs se répandent plus vite que le vent. Certains disaient qu'ils les soupçonnaient déjà, que les rois avaient toujours été étranges, que cette cabane cachait quelque chose. D'autres défendaient Ézéchien, assurant qu'il n'était qu'un paysan qui ne faisait pas confiance au gouvernement. La vérité est que personne, absolument personne, n'avait fait quoi que ce soit pour aider ses enfants pendant des années. Le processus judiciaire commença en janvier 1992. Ézéchien fut accusé d'inceste aggravé, de corruption de mineurs et d'omission de soins. Estella ne fut pas poursuivie pénalement. Le rapport psychologique présenté par le ministère public conclut qu'elle avait été victime de manipulation, de coercition psychologique et d'isolement extrême depuis sa jeunesse. L'affaire n'était pas simplement légale. Elle était humaine, elle était morale, elle était institutionnelle. Durant le procès, la défense d'Ézéchien tenta d'argumenter qu'il ne comprenait pas les normes sociales, en raison de l'isolement dans lequel il avait grandi. Ils présentèrent des antécédents familiaux d'isolement intergénérationnel, des registres prouvant que ni lui ni sa sœur n'avaient terminé l'école primaire, et des témoignages qui parlaient d'une éducation dominée par le fanatisme et la paranoïa. Cependant, le parquet fut clair. Ézéchien avait pris des décisions. Il avait caché des naissances, avait empêché l'accès à la santé et à l'éducation, et avait instauré un système familial basé sur le contrôle absolu. Estella déclara à huis clos. Il n'y eut ni caméra, ni public. Seulement le juge, son avocat, le procureur, une psychologue légiste et elle. Son témoignage fut enregistré en audio par protocole, mais ne fut jamais divulgué. On sait seulement qu'elle pleura pendant presque toute la séance, qu'elle demanda pardon à ses enfants, qu'elle dit qu'elle ne savait pas comment défaire les années qui étaient déjà faites. Pendant que tout cela se passait, les enfants étaient pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Samuel, l'aîné, montrait une capacité d'adaptation surprenante. Il lisait avec fluidité et avait une mémoire prodigieuse. Myriam, plus réservée, avait besoin d'une thérapie continue pour surmonter les traumatismes de l'enfermement et la confusion concernant ses origines. Ruben, en revanche, affrontait un chemin plus complexe. Ses malformations nécessitaient de multiples chirurgies et son retard cognitif exigeait une stimulation quotidienne. Mais tous étaient vus. Pris en charge. Pour la première fois, soignés par quelqu'un d'autre que leurs propres parents. En mars de cette même année, le juge rendit son verdict. Eskiel Reyes a été condamné à 6 ans de prison et à un traitement psychiatrique obligatoire. Tout contact avec les mineurs lui a été interdit pendant l'exécution de sa peine. Estella, sur recommandation de l'équipe médico-légale, a été envoyée dans un centre de soins spécialisé pour femmes victimes d'abus coercitifs, non pas comme une punition, mais comme une forme de reconstruction. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. La presse, qui jusque-là s'était tenue à l'écart par respect pour le processus, a commencé à s'intéresser lorsque le diagnostic médical a filtré. Le terme « syndrome d'Aperta » est apparu dans les titres. Les journaux télévisés ont parlé de la famille interdite de Durango. Et certains programmes de télévision sensationnalistes ont tenté de contacter voisins et fonctionnaires pour reconstruire l'affaire à leur manière. Le DF étatique a émis un communiqué cinglant. L'exploitation médiatique des mineurs ne serait pas permise. Tout journaliste qui tenterait de les approcher ferait face à des sanctions légales. Malgré cela, l'histoire avait déjà touché quelque chose de profond dans la conscience collective. Que, au-delà du voyeurisme, ce que révélait cette affaire était une blessure structurelle. Comment est-il possible qu'une famille vive pendant des décennies dans un isolement total sans que personne ne le remarque?
Comment est-il possible que 3 enfants naissent, grandissent, tombent malades, sans école, sans acte de naissance, sans vaccin, sans voix? En réponse à la commotion sociale, le Congrès de Durango a commencé à discuter une réforme pour établir des visites obligatoires du DF à toutes les communautés difficilement accessibles au moins une fois par an. Qui a proposé de créer une unité spécialisée dans la détection de schémas de risque en zone rurale? A-t-on compris, enfin, que l'isolement ne devait pas être une excuse pour l'abandon? Pendant ce temps, Samuel, Myriam et Ruben continuaient leur vie dans un foyer de substitution de la municipalité de Santiago Papasquiaro. Un lieu modeste, avec jardin, livres et personnel qualifié qui s'efforçait de leur donner une enfance la plus digne possible. Ce n'était pas parfait. Rien ne pouvait effacer ce qui avait été vécu. C'était un début. Et dans une lettre que Samuel écrivit à sa sœur aînée pendant l'une des thérapies, on pouvait lire quelque chose qu'aucun document judiciaire n'avait réussi à exprimer avec autant de clarté. Je ne veux pas oublier ce qui s'est passé. Mais je veux qu'un jour, nous puissions en parler sans peur, pour que cela n'arrive à personne d'autre. Une fois la sentence prononcée, le système sembla prendre un répit. Mais les véritables défis commençaient à peine. Les blessures les plus profondes n'étaient pas dans les dossiers, ni dans les titres. Elles étaient dans l'esprit et le corps de 3 enfants qui apprenaient, peu à peu, que le monde ne se réduisait pas à une cabane au milieu de la Sierra. Chacun d'eux portait en lui des marques distinctes, génétiques, émotionnelles, invisibles à l'œil nu. Et chacune exigeait un type différent de réparation. Samuel, ayant tout juste 12 ans, était le plus lucide. Sa maturité surprenait même les thérapeutes. Il semblait avoir compris, avant quiconque, l'ampleur de ce qui leur était arrivé. Pendant les premières séances, il parlait peu. Il observait plus qu'il ne disait. Mais quand il le faisait, ses mots étaient précis, comme s'il avait gardé des pensées pendant des années, en attendant le moment exact pour les laisser sortir. Il a dit que son père lui avait appris à se méfier du monde. Depuis petit, on lui répétait que les gens dehors étaient dangereux, qu'il voulait les séparer, les enfermer, leur voler leur sang. Il raconta qu'il avait grandi en croyant qu'ils étaient une famille unique, que Dieu l'avait choisi pour vivre éloigné de tous. Lors d'une de ces conversations, quand le psychologue lui demanda ce qu'il pensait maintenant de tout cela, Samuel répondit qu'il n'était sûr de rien, mais que ce qui lui faisait le plus peur n'était pas de découvrir la vérité, mais d'avoir vécu si longtemps sans la questionner. Ils nous ont appris à obéir sans comprendre, dit-il. Et quand on obéit par peur, on n'est plus un enfant, on est une ombre. Myriam, de son côté, n'avait pas cette clarté. À 8 ans et avec une histoire chargée de confusion, son monde intérieur était un enchevêtrement d'émotions mal digérées. Elle s'accrochait à de petits rituels. Peigner ses cheveux toujours avec la même tresse. Dormir avec une couverture qu'elle avait apportée de la cabane. Demander la permission de parler, même si ce n'était plus nécessaire. Chaque fois que quelqu'un élevait la voix, elle se recroquevillait comme si elle attendait un coup, bien que personne ne l'ait jamais agressée physiquement. Dans ses dessins, les adultes apparaissaient toujours grands, sombres, sans visage. Et les enfants étaient à peine des figures minuscules, avec des yeux démesurés et sans bouche. Quand on lui demandait pourquoi elle ne leur dessinait pas de bouche, elle disait que c'était parce qu'on ne pouvait rien leur dire. La psychologue chargée de son processus thérapeutique écrivit dans son rapport que Myriam montrait des signes clairs d'anxiété chronique, de troubles de l'attachement et de possibles épisodes dissociatifs. Mais elle nota aussi quelque chose de plus, une créativité débordante, une sensibilité aiguë envers l'environnement
et un besoin profond de construire un récit propre qui lui rendrait le contrôle sur son histoire. C'est pourquoi, au lieu de la forcer à se souvenir, on lui donna des outils pour qu'elle invente des contes, des personnages, des mondes. Avec le temps, Myriam commença à transformer la douleur en récit. Et bien qu'elle ne comprenne pas encore tout à fait ce qu'elle avait vécu, elle commençait à nommer ce qu'elle ressentait. Ruben était le plus jeune et le plus affecté. À 5 ans, son monde se limitait à des gestes, des balbutiements et une dépendance totale envers les adultes. Les évaluations médicales confirmèrent ce que le docteur Barrera avait diagnostiqué, le syndrome d'Apert, avec de multiples malformations crânio-faciales, la fusion des doigts aux 2 mains et aux pieds, et un niveau de développement cognitif très en dessous de la moyenne. De plus, il présentait une cardiopathie légère, des problèmes respiratoires chroniques et des difficultés auditives. Son visage, avec les yeux écartés, une mâchoire proéminente et un nez aplati, nécessitait des interventions chirurgicales complexes et des traitements à long terme. Mais au-delà du physique, Ruben montrait une capacité de connexion émotionnelle profonde. Il reconnaissait les voix, cherchait le contact visuel et répondait avec des sourires timides à ceux qui lui offraient de l'affection sans peur. Les médecins de l'hôpital pour enfants de Durango élaborèrent un plan de prise en charge intégrale qui incluait des chirurgies reconstructives, des thérapies du langage, une stimulation précoce et un suivi psychologique intensif. Mais le plus important fut que, pour la première fois, Ruben eut un lit propre, des vêtements à sa taille, de la nourriture chaude servie à heures régulières et quelqu'un pour l'embrasser au réveil. Pendant ce temps, Estella commençait son propre processus de reconstruction dans un centre spécialisé pour femmes victimes de contrôle coercitif et d'abus prolongés. Le lieu, discret et éloigné de l'œil public, abritait d'autres femmes avec des histoires également complexes. Au début, Estella parlait à peine. Elle marchait à petits pas, évitait de lever les yeux et s'excusait constamment, même quand il n'y avait pas de raison. Mais avec les jours, elle commença à participer aux ateliers de groupe, à écouter les histoires des autres, à se reconnaître en elles. Lors d'une des sessions, elle fondit en larmes en entendant une autre femme dire que parfois, l'abus ne fait pas mal. Il s'installe juste comme une routine. Cette phrase la transperça comme un couteau. Elle dit que pendant des années, elle pensa que ce qu'elle vivait était normal, que c'était de l'amour, que c'était de la protection. Personne ne lui avait appris à distinguer l'affection du contrôle. Une travailleuse sociale que la compagnie a décrite dans son évaluation, qu'Estella ne montrait pas de traits de complicité consciente dans l'abus, mais un schéma de dépendance appris depuis l'enfance. Son identité avait été modelée par la peur, la culpabilité et l'obéissance. Récupérer son autonomie demanderait du temps. Mais il y avait des signes encourageants. Elle lisait des livres les soirs, participait aux activités de groupe et, surtout, demandait des nouvelles de ses enfants chaque fois qu'elle le pouvait. De l'autre côté, ce Séquiel Reyes purgeait sa peine au pénitencier de Durango. Il n'était pas un détenu ordinaire. Dans l'affaire, il avait généré l'attention médiatique, et certains détenus le regardaient avec mépris, d'autres avec curiosité. Au début, il refusa de parler avec les psychologues du pénitencier. Il disait que tout était une farce, que sa famille était victime d'un système corrompu. Mais avec le temps, il commença à montrer des fissures. Lors d'une des sessions, quand on lui demanda s'il croyait avoir fait quelque chose de mal, il dit qu'il ne comprenait pas pourquoi tous le voyaient comme un monstre. Mais lui, il n'avait fait que protéger les siens, qu'il n'avait jamais voulu faire de mal. Mais ensuite,
Il baissa la tête et resta silencieux pendant des minutes. Le psychiatre du pénitencier élabora un rapport qui serait clé pour le suivi de l'affaire. Il y affirmait que Sekiel montrait des signes de troubles paranoïdes, avec des idées délirantes de pureté, de lignage et de menaces externes, probablement héritées de son père et renforcées par des décennies d'isolement. Cependant, il ne le considérait pas imputable. Dans la famille conscience de ses actes, savait distinguer le bien du mal et avait pris des décisions concrètes pour cacher la vérité. Sa réclusion, bien que brève en termes légaux, n'était que le début d'un long processus qui devait inclure un traitement, une confrontation interne et, surtout, la reconnaissance du mal causé. Sur le plan institutionnel, le cas de la famille Reyes provoqua de profondes secousses. Les autorités du DIF commencèrent à réviser des centaines de dossiers de familles dans les zones montagneuses, cherchant des schémas d'isolement, l'absence d'actes, des enfants sans école ou sans attention médicale. Des brigades mobiles furent créées avec du personnel de santé, de psychologie et de travail social pour parcourir des communautés qui pendant des années avaient été ignorées. La consigne était claire, aucun enfant de plus ne devait grandir invisible. Le Congrès de l'État de Durango approuva en 1993 la dénommée Loi Reyes, qui obligeait les municipalités à enregistrer numériquement tous les mineurs et à réaliser des visites à domicile à toute famille qui n'aurait pas eu de contact avec le système éducatif ou de santé pendant plus d'1 an. La loi inclut aussi des formations spécialisées pour détecter des signes d'abus sous couvert, de manipulation coercitive et de schémas de consanguinité. L'histoire de Samuel, Myriam, Ruben, Estella et Sekiel devint un cas d'étude dans les universités, les congrès et les séminaires sur les droits humains, la santé publique et la structure familiale. Mais au-delà des analyses académiques, il a laissé une empreinte profonde dans la conscience de nombreuses personnes. Parce qu'il a enseigné que le mal ne se présente pas toujours avec une violence explicite. Parfois, il s'installe simplement, en silence, sous l'apparence de l'amour. Avec le passage des mois, l'attention médiatique s'est détournée vers d'autres sujets. Mais pour ceux qui avaient vécu l'enfer de l'intérieur, le silence ultérieur ne signifiait pas l'oubli. Dans les dossiers judiciaires, l'histoire semblait avoir conclu. Le coupable avait été condamné. La mère, secourue. Les enfants, protégés. Mais la vie ne s'adapte pas aux fins administratives. En dehors des archives, tout continuait de battre. Samuel fut le premier à être transféré dans une école régulière. Il avait 13 ans et entra directement en 6e année de primaire, grâce à son rendement exceptionnel aux évaluations d'entrée. Malgré le fait qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une salle de classe de sa vie, en quelques mois, il démontra qu'il pouvait écrire mieux que beaucoup de ses camarades. Il avait une mémoire quasi photographique, une vie est insatiable par la lecture et une facilité naturelle pour les mathématiques. Mais ses yeux n'étaient pas ceux d'un enfant commun. Il regardait avec un poids, avec une histoire. Au début, il ne parlait pas beaucoup avec personne. Il s'asseyait au fond, dessinait des cartes mentales dans les marges de ses cahiers, observait en silence les gestes de ses camarades, comme quelqu'un qui étudie une espèce nouvellement découverte. Mais peu à peu, il commença à s'ouvrir. À un professeur d'histoire, il raconta qu'il rêvait parfois de la cabane, de la fumée du bois de chauffage, du son des branches qui craquaient sous les pieds de son père. Et aussi des longues nuits, des phrases répétées encore et encore par quelqu'un comme des litanies sacrées. Ce qui vient de l'extérieur contamine, notre sang est pur. Ils ne comprennent pas. En thérapie, Samuel écrivit une lettre qu'il n'envoya jamais. Elle était adressée à sa mère, mais aussi à lui-même. Dans celle-ci, il disait qu'il y avait des moments où il doutait encore de tout. Que parfois,
quand quelqu'un l'étreignait avec affection, une partie de lui se tendait comme s'attendant à ce que ce geste ait un prix. Que la méfiance lui était restée collée comme une seconde peau. Myriam, en revanche, avançait plus lentement. Elle fut inscrite dans une école pour enfants ayant des besoins émotionnels spécifiques. Bien que sa capacité intellectuelle fût normale, son niveau d'anxiété et ses comportements évasifs rendaient difficile son intégration dans des espaces communs. Elle continuait de parler peu, évitait le contact visuel et avait des épisodes de mutisme sélectif. À une occasion, un camarade s'approcha pour lui demander si elle avait une maman. Myriam ne répondit pas. Elle saisit seulement un crayon, écrivit sur une feuille le mot « oui » et ensuite la déchira en petits morceaux. Les thérapeutes travaillèrent avec patience. Ils utilisaient des jeux de rôle, des contes symboliques, l'expression corporelle. Ils découvrirent que Myriam se sentait plus en sécurité lorsqu'elle pouvait contrôler l'environnement. Ils lui donnèrent un pot avec de la terre et lui demandèrent d'en prendre soin. Elle choisit de planter une lavande. Pendant des semaines, elle l'arrosa avec précision. Elle lui parlait à voix basse. « Ouah !» Un après-midi, sans que personne ne le lui demande, elle dit que la plante était comme elle, qu'elle avait été longtemps sans soleil, ce qui maintenant, bien qu'elle restât courbée, ne se cassait plus. Ruben restait à l'hôpital, subissant sa 2e chirurgie crânio-faciale. À 6 ans, il ne pouvait pas encore parler, mais il commençait à émettre des sons reconnaissables. Il bougeait les bras avec maladresse et ses mains, avec les doigts partiellement fusionnés, nécessitaient des thérapies quotidiennes. Une orthophoniste lui enseignait à communiquer avec des cartes illustrées. Sa façon de dire « oh » était de montrer une image, puis de fixer les yeux de l'adulte qui s'occupait de lui. C'était sa manière de vérifier si ce monde nouveau auquel il avait été amené pouvait le comprendre. Une employée de l'hôpital décrivit une scène qu'elle ne put jamais oublier. Ce fut un jour nuageux, quand Ruben se réveilla de l'anesthésie après une opération compliquée. Il était assoupi, désorienté, couvert de gaz. Valvera Laura Castañeda, la même femme qui l'avait sorti de la cabane, tendit sa main bandée vers elle. Il ne parla pas. Il ne pleura pas. Il la toucha seulement, à peine, comme quelqu'un qui remercie sans savoir comment. En parallèle, de nouvelles révélations commençaient à émerger du plus profond des registres oubliés. Un jeune avocat stagiaire, affecté aux archives historiques de la municipalité, trouva un ensemble de documents détériorés correspondant à des visites religieuses dans la Sierra durant les années 70. Parmi eux, apparaissaient les notes d'un pasteur méthodiste nommé Ignacio Parra, qui avait parcouru des communautés reculées à une époque où peu osèrent le faire. Dans une entrée de son journal, datée d'avril 1979, le pasteur relatait une visite à la zone des Orangers, où il trouva 2 jeunes, Ézéchiel et Estela Reyes, vivant seuls dans des conditions précaires après la mort de leurs parents. Il nota qu'il tenta de leur apporter de l'aide, mais que le garçon aîné se montra hostile, méfiant, et qu'il leur claqua la porte au nez. Le plus troublant fut une ligne à la fin du texte. Elle semblait triste. Elle avait le ventre à peine arrondi. Je lui demandai si elle était enceinte. Il éclata en cris. Ce témoignage fut clé pour comprendre que le modèle de dissimulation n'était pas nouveau. Il avait commencé plus d'une décennie avant la découverte officielle. Lorsque Laura eut accès à ce journal de bord, elle resta en silence plusieurs minutes. Puis, elle dit à voix basse qu'elle avait toujours pressenti que ce n'était pas la première fois. Qu'il y en avait d'autres. Qu'il y avait peut-être eu plus d'enfants, avant Samuel, qui n'avaient pas survécu. Que peut-être l'horreur fut encore plus profonde qu'il n'avait pu le voir. Estela, lorsqu'on lui montra le fragment du journal du pasteur, pleura en silence pendant 1 heure.
Puis elle dit que oui, que cet homme était venu, qu'elle pensa que peut-être il pourrait les aider. Mais cet homme-là lui interdit de parler. Il lui dit que si elle ouvrait la bouche, il les enfermerait tous, qu'il ferait disparaître les enfants, que le châtiment de Dieu tomberait sur sa maison. Et elle le crut, parce que c'était la seule chose qu'elle avait. Parce que dans cette cabane, la peur parlait plus fort que la raison. Après cette confession, les autorités décidèrent de ne plus rechercher d'éventuels enfants disparus. Il n'y avait ni registre, ni acte, ni ossement, ni plainte. Seulement des ombres. Mais cette ombre fut suffisante pour qu'Estella accepte, enfin, d'entrer dans un programme de justice réparatrice. Non comme coupable, mais comme survivante. Elle commença à écrire, à raconter, à comprendre. Sa thérapeute lui suggéra de le faire comme si elle parlait à une enfant. Et ainsi elle fit. Elle écrivit des lettres à la Myriam qu'elle fut. À l'Estella de 8 ans qui grandit aussi entre des murs de bois et des phrases d'obéissance aveugle. Dans une de ses lettres, elle écrivit « Pardon de n'avoir pas su plus. Pardon d'être resté. Pardon de t'avoir appris qu'aimer était de rester silencieuse. » Cette phrase fut reproduite, des années plus tard, sur une murale peinte par des étudiants sur la place principale de Tepehuan, où l'histoire faisait déjà partie du tissu collectif. Pendant que tout cela se passait, il restait reclus. Son comportement oscillait entre la négation et la mélancolie. À une occasion, il demanda à voir un prêtre. Non pour se confesser, mais pour discuter de passages bibliques. Il citait l'Ancien Testament comme si là il trouvait justification à l'oubli. Il parlait de l'Ode, des enfants de Noé, des lois anciennes. Mais il ne demanda jamais pardon. Il ne prononça jamais le nom de ses enfants. Il parlait seulement du sang, de la tradition, de ceux qui ne comprennent pas. Le processus thérapeutique fut suspendu après qu'il eut menacé un psychologue avec un crayon aiguisé. Il fut isolé pendant plusieurs semaines et son accès aux visites fut limité. Les experts qui l'évaluèrent conclurent qu'il n'était pas un no-co. Il n'avait ni délire ni psychose. Son monde était construit sur des fondations solides, bien qu'aberrantes. Il avait hérité d'une vision perverse de la pureté, alimentée par des générations d'isolement, et l'avait convertie en doctrine. Mais il comprenait ce qu'il faisait. Il savait cacher, manipuler, contrôler. Sa condamnation, bien que légalement courte, n'était que le reflet d'une vie construite sur des décisions erronées. En revanche, de l'autre côté du mur, la vie tentait de se reconstruire. Myriam peignait, Samuel écrivait. Ruben commençait à dire ses premiers mots. Et Estella, enfin, apprenait à se nommer hors de la peur. Pour beaucoup dans l'état de Durango, le cas de la famille Reyes fut un rappel inconfortable que l'abandon ne prend pas toujours la forme de coups ou de cris. Parfois, il se cache sous de vieux toits, entre des arbres serrés, dans des endroits où personne ne regarde. Ce qui s'était passé là-haut dans la Sierra n'était pas seulement une tragédie familiale, mais un symptôme de plus d'une structure sociale qui avait normalisé l'invisibilité de certains Mexicains. Et pendant que les Reyes essayaient de refaire leur histoire, d'autres commençaient à se demander combien d'autres familles vivaient entre des murs de silence. À la suite du procès, plusieurs municipalités de montagne commencèrent à réaliser des opérations spéciales dans leurs zones les plus reculées. Des équipes du DIF, appuyées par des brigades de santé et d'éducation, furent envoyées dans des rancherias où jamais auparavant n'était arrivé un maître ou une infirmière. Ils ont remarqué que plusieurs enfants n'avaient pas de documents officiels à la naissance et que certaines adolescentes faisaient face à des situations difficiles de grossesse, sans suivi médical régulier.
le gouvernement étatique émit un protocole d'action pour les cas d'isolement extrême. Pour la première fois, il était question dans des documents officiels de violence par omission culturelle, une catégorie qui cherchait à nommer ce qui jusqu'alors se dissolvait dans l'excuse de l'autre traditionnel. L'impact du cas fut tel que des tables de travail furent organisées avec des anthropologues, des juristes, des psychologues et des leaders communautaires pour discuter des limites entre respect culturel et protection des droits. Le consensus fut dur, mais nécessaire. Aucune pratique ne peut justifier l'annulation d'une enfance. Pendant ce temps, à Gomez Palacio, Estela commençait une nouvelle étape. Après presque 2 ans au centre d'attention spécialisé, elle fut considérée apte à assumer la garde de ses enfants sous supervision. Les retrouvailles ne furent même pas immédiates. Il y eut d'abord des rencontres contrôlées, brèves, avec des médiateurs présents. Ruben ne la reconnaissait pas. Myriam la regardait sans s'approcher. Samuel la salua, mais ne l'embrassa pas. La distance entre eux était réelle. Non physique, mais émotionnelle. Mais Estela le comprenait. Elle n'exigea pas de pardon. Elle ne demanda pas d'affection. Elle offrit seulement de la constance. Pendant des mois, elle assista ponctuellement à chaque séance, à chaque évaluation, à chaque réunion scolaire. Elle apprit à préparer des petits déjeuners nutritifs, à remplir des formulaires, à lire des bulletins de notes. Elle reprit ses études et termina le secondaire. Elle accepta un travail d'auxiliaire de bibliothèque dans une école primaire de la municipalité. Chaque pas, elle le fit avec effort. Non par rédemption, mais par conviction. Non pour effacer ce qui avait été vécu, mais pour apprendre à vivre avec cela. Samuel, qui avait déjà commencé le secondaire, commença à montrer de l'intérêt pour le travail social. Il disait qu'il voulait être psychologue ou enseignant, ou quelque chose qui lui permettrait d'aider d'autres enfants comme lui. Il participait à des ateliers sur les droits de l'homme, lisait tout ce qu'il trouvait sur les traumatismes infantiles et écrivait des essais que les professeurs ne savaient pas s'il fallait corriger ou applaudir. Dans l'un d'eux, intitulé La cabane et le pays, il comparait son enfance à l'histoire du Mexique. Il disait que les deux avaient été construits sur des silences, que les deux avaient besoin d'apprendre à regarder en eux sans peur. Myriam continuait son processus thérapeutique, mais avec des avancées notables. Elle n'évitait plus les regards. Elle osait élever la voix quand quelque chose la dérangeait. Elle commença même à écrire de courts poèmes, chargés de symbolisme. L'un d'eux disait « Je fus racine enterrée, sans nom ni fleur. Mais j'appris que le soleil entre aussi par les fentes. » Ses tuteurs, émus, proposèrent d'inclure ces textes dans une anthologie scolaire. Mais Myriam refusa. Elle dit qu'elle n'était pas encore prête à être lue. Ruben, de son côté, continuait ses traitements. Il avait été opéré 3 fois de plus. Et bien que son développement cognitif restât en dessous de la moyenne, sa capacité émotionnelle surprenait tout le monde. Il communiquait avec des signes, avec des gestes, avec des dessins. Il souriait chaque fois qu'il voyait sa mère et la prenait fortement par la main. Il ne parlait pas beaucoup, mais il en disait assez. Un jour, lors d'une réunion avec son thérapeute, il remit à Estela un dessin. Une maison au toit rouge, 4 personnes à l'intérieur, un arbre à côté. Quand elle lui demanda ce que c'était, Ruben répondit par un seul mot. Maintenant. Ce maintenant était tout. Pas le passé, pas le jugement, pas le diagnostic. C'était ce qui venait après. En parallèle, un groupe d'étudiants en droit de l'Université Juárez de l'État de Durango lança un projet de documentation de cas similaires. Pendant 2 ans, ils parcoururent des archives, interviewèrent des travailleurs sociaux, recueillirent des données.
Ils trouvèrent 11 cas documentés de relations incestueuses dans les zones rurales de l'État, au cours des 30 dernières années, et au moins 7 autres cas suspects qui ne furent jamais jugés faute de preuves. Leur rapport fut présenté lors d'un forum national et s'intitula « Ce qui pousse dans l'ombre ». Parmi les recommandations du rapport figurait une proposition concrète: la création d'un registre étatique des communautés en isolement partiel, avec un suivi biannuel obligatoire par des organismes autonomes. Une formation spécifique du personnel du DIF fut également demandée sur les thèmes de la détection précoce des schémas d'abus dissimulés par des structures familiales fermées. Le rapport, loin de créer un scandale, fut reçu avec sérieux par les législateurs et les fonctionnaires. Enfin, on commençait à comprendre que le silence n'était pas neutre. Dans les médias, l'histoire des Reyes regagna de la force. Non plus avec le ton sensationnaliste du début, mais comme un emblème de transformation. Des documentaires, des reportages approfondis et une pièce de théâtre furent réalisés, qui fut présentée dans des écoles secondaires dans le cadre d'une campagne étatique de sensibilisation sur les abus et les droits de l'enfance. La figure d'Estella, auparavant dépeinte comme le symbole de sa mission, commença à se redéfinir comme celle d'une femme qui a survécu et a choisi de changer. Elle n'assista à aucun de ces événements. Elle ne voulut jamais être protagoniste. Elle disait que sa tâche était à la maison, avec ses enfants, avec sa nouvelle vie. Cependant, un après-midi de mai, elle accepta de parler lors d'une discussion privée avec des éducateurs ruraux. Là, devant 50 enseignants qui travaillaient dans des communautés isolées, Estella parla sans note. Elle dit que personne ne naît en sachant dire non, que parfois le premier non met des années à sortir. Qu'il ne suffit pas d'apporter de la nourriture ou des livres si l'on ne regarde pas les enfants dans les yeux, si on ne leur demande pas comment ils se sentent, si l'on n'écoute pas ce qu'ils ne disent pas. Ce témoignage fut enregistré, avec sa permission, et distribué en format interne pour la formation des enseignants. Il ne devint pas viral. Il ne devint pas tendance. Mais il changea la façon dont des dizaines d'enseignants comprenaient leur travail. Samuel, qui était déjà en dernière année de lycée, fut invité par une ONG à partager son expérience lors d'un forum de jeunes. Au début, il hésita. Mais finalement, il accepta. Il dit qu'il le faisait parce que si quelqu'un lui avait dit, quand il avait 7 ans, que le monde ne s'arrêtait pas à la cabane, peut-être aurait-il dormi plus paisiblement. Dans son discours, il parla de sa mère sans rancune, de son père sans haine, et de lui-même avec une clarté qui désarma les assistants. Il raconta qu'un jour, il rêva que la montagne s'ouvrirait comme une bouche, et que d'elle sortaient des centaines d'enfants marchant les yeux bandés. Et que quelqu'un, il ne savait pas qui, leur retirait le bandeau, un par un. Et qu'à la fin du rêve, il restait seul avec un bandeau dans la main, sans savoir quoi en faire. « Peut-être est-ce pour cela que je parle, » dit-il, pour ne plus la remettre. Dans cette salle, l'applaudissement fut long, mais ce qui resta fut le silence qui suivit. Bien que plus de 3 ans se fussent déjà écoulés, depuis que la cabane dans les montagnes de Durango avait été visitée pour la première fois par une travailleuse sociale, l'écho de ce qui y fut trouvé continuait de résonner de façons inattendues. Ce qui commença comme une enquête isolée s'était transformé, sans que personne ne l'ait planifié, en un miroir inconfortable de tout un système. L'incapacité de regarder à temps, l'habitude de laisser passer, la violence structurelle qui ne se voit pas parce qu'elle ne crie pas. Mais pour les rois, les vrais, ceux qui restaient, chaque jour restait une bataille concrète. Estella luttait contre une culpabilité qui ne la laissait pas dormir. Myriam contre les peurs qui la visitaient encore quand quelqu'un frappait fort à la porte. Ruben
contre son corps qui exigeait plus d'efforts pour chaque mouvement que n'importe quel autre enfant. Et Samuel, contre la colère qui parfois apparaissait sans prévenir, comme une tempête en plein ciel bleu, quand il sentait que tout ce qu'il faisait n'était pas suffisant pour effacer ce qu'ils avaient été. Un nouveau jalon fut atteint quand Samuel, âgé de 15 ans révolus, fut accepté dans un programme de jeunes leaders communautaires. Son histoire était déjà connue dans certains cercles éducatifs de l'État. Mais ce qui surprenait n'était pas tant son passé que son présent. Il parlait avec précision, écoutait avec attention, et posait des questions comme s'il voulait comprendre le fond de tout. Lors de son premier atelier, durant une dynamique où il devait représenter graphiquement le mot « origine », Samuel dessina une spirale. Quand on lui demanda pourquoi, il dit que les origines n'étaient pas toujours linéaires. Que parfois on sortait de soi-même plusieurs fois avant de trouver où ça commence vraiment. Myriam avait commencé un traitement pharmacologique pour contrôler ses crises d'anxiété. Bien qu'elle montrât des progrès, elle restait très sensible aux changements brusques, aux bruits soudains et aux situations impliquant une autorité masculine. C'est pourquoi, lorsqu'un nouveau directeur assuma la coordination du foyer où elle vivait, elle se referma complètement. Elle mit des semaines à lui rendre son salut. Elle lui demanda, par l'intermédiaire de sa thérapeute, de ne pas la regarder dans les yeux pendant les réunions. L'homme, loin de s'offenser, accepta chaque requête. Il adapta le règlement du centre pour permettre à Myriam d'assister aux cours avec une accompagnante émotionnelle pendant le premier mois. Ce fut durant cette période qu'ils découvrirent son talent pour la gravure. Dans un atelier d'art, on lui remit une plaque de linoléum et un stylet. Sans dire un mot, elle commença à tailler. Ce qui apparut à la fin fut l'image d'une enfant assise dans une pièce sombre, avec une fenêtre ouverte en arrière-plan et une corde pendue depuis le plafond. Il n'y avait personne dehors, juste un arbre. Mais l'arbre avait une petite marque sur son tronc, une lettre M. Quand la maîtresse d'art lui demanda si c'était elle, Myriam répondit d'une voix faible. « Je ne sais pas, mais j'aimerais que ce le soit. » Ruben fut opéré une fois de plus. Cette fois-ci, pour libérer une partie des os fusionnés dans ses pieds. Bien que l'intervention fût réussie, la récupération fut lente et douloureuse. Estella l'accompagna tous les jours. Assise à ses côtés, elle lui lisait des contes illustrés et lui apprenait à souffler des bulles avec une paille pour exercer ses poumons. Un de ces jours-là, Ruben, avec à peine 6 mots prononcés, dit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. « On va à la maison ? Je veux la maison avec toi. » Ce fut la première fois qu'il verbalisa une émotion complète. Et pour Estella, ce fut la première fois qu'elle sentit que peut-être, juste peut-être, il construisait quelque chose de nouveau. Dans le domaine institutionnel, le Comité national de protection de l'enfance demanda que le cas Reyes fût présenté à la Convention interaméricaine sur les droits de l'enfance, non comme une accusation internationale, mais comme exemple de résilience institutionnelle face à une défaillance structurelle. Ce fut là que furent partagées les réformes dérivées du cas, les nouvelles voies d'intervention dans les communautés isolées et les outils créés pour former les agents communautaires à la détection précoce des abus sous des structures familiales fermées. Un des documents présentés fut un manuel illustré, conçu conjointement par des travailleurs sociaux et de jeunes survivants de contextes similaires. Dans ces pages, des métaphores simples étaient utilisées pour expliquer des concepts complexes. Le silence n'est pas la paix. Le secret n'est pas toujours la même chose que le privé. L'amour ne fait pas mal et n'oblige pas. Ce matériel fut distribué dans plus de 1200 écoles rurales de tout le pays. Estella collabora à la révision du contenu narratif, bien que son nom n'apparût pas dans les crédits. Elle ne le demanda jamais. Elle dit que savoir que d'autres enfants pourraient apprendre à dire
Je n'aime pas ça » était déjà suffisant. Quand on lui a demandé si elle voulait reparler publiquement, elle y a réfléchi quelques secondes et a répondu que son histoire ne lui appartenait plus seulement à elle, qu'elle appartenait désormais à ceux qui décideraient de l'utiliser pour faire quelque chose de mieux. Samuel, d'autre part, a commencé à donner des ateliers pour adolescents à risque de décrochage scolaire. Il utilisait son expérience non pas pour parler de douleur, mais de transformation. Sa phrase récurrente était « Le passé n'est pas une blessure, c'est une cicatrice. Et les cicatrices ne rappellent pas que nous avons survécu. » Lors d'une séance dans une école secondaire de Tamassoula, une jeune fille s'est approchée à la fin de l'atelier et lui a dit que son beau-père lui faisait des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Samuel a écouté, ne l'a pas interrompu, puis l'a accompagné auprès de la psychologue de l'établissement. Quelques jours plus tard, cette jeune fille a été secourue d'une situation d'abus qui n'avait pas été détectée depuis des années. Quand le parquet lui a demandé comment elle avait osé parler, elle a répondu « parce qu'il a dit que personne n'est invisible ». À Durango, l'histoire de la famille Reyes n'était plus un scandale. Elle s'était transformée en une référence, un symbole. Dans certaines zones rurales, l'expression « que ce ne soit pas comme ceux de la montagne » a commencé à être utilisée pour alerter les parents et les enseignants lorsqu'un enfant était détecté en dehors du système scolaire ou sans suivi médical. Bien que cette phrase ait eu une nuance problématique, elle parlait aussi de quelque chose qui n'existait pas auparavant, une conscience partagée. Ruben, âgé de 9 ans, a été accepté dans une école spéciale à approche inclusive. Bien qu'il utilisait encore une chaise orthopédique pour certains trajets, il marchait de courtes distances avec soutien. Sa maîtresse le décrivait comme un enfant qui sourit avec le regard. Il avait un carnet rempli de dessins dans lesquels il apparaissait toujours dans des maisons avec des cheminées, des enfants avec de grands chapeaux et des montagnes en arrière-plan. Quand on lui a demandé pourquoi il dessinait des montagnes, il a répondu avec un rire bref « parce qu'elles n'y vivent plus. Elles ne font plus peur. » Myriam a commencé à écrire des lettres. Elle ne les envoyait pas, mais les gardait dans une boîte avec des dessins, des feuilles sèches et des phrases éparses. Dans l'une d'elles, elle a écrit « Je ne veux pas oublier, mais je ne veux pas que ça me fasse mal. Je veux que ça devienne quelque chose à moi, comme un bouton sur la poitrine, que je peux toucher quand je me sens seul. » Sa thérapeute, en la lisant, a écrit dans son dossier que Myriam était en train de trouver sa voix, que ça faisait encore mal, oui, mais qu'elle ne tremblait plus à la faire entendre. Et Estella, chaque nuit, cuisinait pour les trois. Toujours en silence, mais avec soin. Elle lavait la vaisselle, faisait les lits, leur lisait quelque chose avant de dormir. Une nuit, Samuel s'est approché d'elle et lui a dit qu'il y avait une conférence à l'école sur les familles et qu'il voulait qu'elle y aille. Estella a hésité. Elle a dit que ce n'était peut-être pas une bonne idée, que d'autres mères pourraient la regarder bizarrement. Samuel l'a interrompue avec une phrase brève. « Ils ne vont pas te regarder, ils vont m'écouter. Et je veux que tu sois là. » Elle y est allée. Elle s'est assise au fond, nerveuse, sans savoir où regarder. Mais quand Samuel est monté sur l'estrade et a parlé de sa famille, il n'a rien dit de la cabane, du procès, des journaux. Il a dit que sa mère était celle qui lui avait appris à lire son premier livre, qu'elle lui avait cousu son uniforme, qu'elle lui avait demandé pardon sans mots tous les jours et que cela suffisait. Il a dit que la famille n'était pas le sang, ni le nom de famille, ni une promesse, que la famille était celle qui restait quand tout fait mal. Et alors, pour la première fois, Estella a pleuré sans culpabilité.
Mais l'écho du nom Reyes semblait déjà faire partie d'un dossier historique clos. Quelque chose d'inattendu est arrivé. En octobre 1999, près d'une décennie après le début de l'enquête originale, une journaliste d'investigation nommée Juliana Ortega, du Semanario El Rostro del Norte, a publié un article intitulé « Les familles qui ne se voient pas ». Secret enfoui dans les Sierras de Durango. Ce que personne n'imaginait, c'est que, parmi les histoires qu'elle racontait, une ligne allait rouvrir une blessure jamais complètement refermée. Dans la deuxième section du reportage, Ortega mentionnait une interview avec un ancien infirmier rural de la municipalité du Mesquital, qui affirmait avoir soigné, en 1975, une femme présentant des signes clairs d'accouchement prématuré dans une clinique improvisée à l'intérieur d'un entrepôt communautaire. L'homme se souvenait qu'elle n'avait ni papier, ni vêtements, ni accompagnateur. Il disait que la femme parlait à peine et qu'un jeune homme au regard dur l'avait sortie de la salle en poussant avant que les soins ne soient complétés. L'infirmier a noté l'information par routine, mais l'accouchement n'a jamais été enregistré. La femme, selon lui, a dit s'appeler Mariana R. Et l'homme, d'après ce qu'il a entendu en arrière-plan, a été appelé par quelqu'un comme ce Kiel. Malgré le temps, la journaliste a décidé de confronter le témoignage avec les registres archivés du secrétariat de la santé de l'État. Elle n'a trouvé aucun acte de naissance correspondant ni en 1975 ni dans les 2 années suivantes. Intriguée, elle a contacté Laura Castañeda, qui travaillait encore au DIF, maintenant en tant que coordinatrice régionale. En lisant le rapport, Laura n'a pas pu s'empêcher d'avoir un frisson. Elle savait que Mariana était le nom de la mère de ce Kiel, et que R pouvait signifier Reyes, mais aussi Ramirez, Rodriguez ou tout autre nom de famille commun. Même ainsi, quelque chose dans son intuition la poussa à rouvrir ses notes. Ce qui suivit fut une recherche silencieuse, prudente, presque clandestine. Non pas pour cacher des informations, mais par respect pour les enfants qui étaient maintenant des adolescents essayant de vivre une vie normale. Laura a partagé la découverte avec la procureure qui avait traité l'affaire originale. Et ensemble, elles ont demandé au parquet l'autorisation d'examiner les registres de décès non identifiés entre 1975 et 1980, dans les zones limitrophes. Elles ont trouvé 2 cas d'enfants décédés de causes inconnues, tous 2 sans acte de naissance. L'un dans la communauté de San Juan de Michis, l'autre à Durazno. Aucun n'avait de connexion directe avec la famille Reyes, du moins pas documentée. Mais ce qui a le plus surpris fut ce qu'elles ont trouvé dans un entrepôt des archives générales de l'État. Une boîte non classée, avec des fiches médicales de patients soignés par des missions médicales rurales. Parmi elles, une fiche jaunie, manuscrite, datée de juillet 1977. Patiente, Estella R. Âge apparent, 19 ans. Diagnostic, travail d'accouchement actif. Observation. La patiente a été retirée avant de compléter la procédure. Signature lisible. Sceau à peine visible. Clinique mobile numéro 12. La découverte fut comme un coup de feu dans l'obscurité. Elle ne confirmait rien par elle-même. Mais ajoutée au témoignage de l'infirmier, au journal du pasteur Ignacio Parra et aux soupçons non exprimés qui avaient entouré l'affaire originale, cela commença à former une ombre plus dense. Y avait-il plus d'enfants? Y avait-il des accouchements cachés qui se sont terminés par la mort? Où étaient les restes? Et pourquoi personne n'avait-il demandé avant? Laura a convoqué une réunion confidentielle avec une équipe multidisciplinaire. Ont participé des anthropologues légistes, une généticienne de l'Institut national de médecine légale, des représentants du DFIDO et des psychologues expérimentés en trauma intergénérationnel. La conclusion fut unanime. Si l'on voulait arriver à la vérité,
Il fallait demander. Ne pas fouiller. Ne pas forcer. Seulement demander. Et il y avait une seule personne qui pouvait le savoir. Estella accepta la réunion. Ce fut dans un environnement contrôlé, accompagné par sa thérapeute de confiance et à la condition que rien de ce qu'elle dirait ne serait utilisé légalement sans son consentement. Elle écouta les rapports en silence. Elle n'interrompit pas. Elle ne pleura pas. À la fin, elle demanda quelques minutes seule. Ensuite, elle revint, s'assit face à Laura et dit que oui. Qu'il y avait plus. Qu'entre 1975 et 1979, elle eut au moins 2 accouchements qui n'arrivèrent si pas à terme. Un en montagne, l'autre dans la clinique qu'il mentionnait. Que les bébés moururent à la naissance, ou c'est ce qu'on lui dit. Que cette personne-là les emporta. Qu'elle ne les revit jamais. Laura respira profondément. Elle lui demanda si elle voulait qu'on les cherche. Estella dit que non. Que plus maintenant, qu'à ce stade, creuser n'apporterait que plus de douleur. Mais que s'il voulait trouver les tombes, elles étaient probablement derrière la cabane, où il y avait une zone de terre remuée plusieurs fois, sans être semée, qu'elle n'osa jamais regarder, qu'elle rêvait encore de cet endroit. Le parquet considéra qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour ouvrir une nouvelle procédure pénale. Les possibles délits étaient déjà prescrits. Il n'y avait pas de restes identifiables. Il n'y avait pas de témoins. Seulement le témoignage d'une femme brisée qui demandait la paix. Mais ce témoignage changea quelque chose de plus profond. La manière dont l'affaire Reyes était comprise. Ce n'était plus seulement une histoire d'inceste, d'isolement ou de négligence institutionnelle. C'était une histoire de mort périnatale, non enregistrée, de vies qui n'arrivèrent pas à exister officiellement, qui avaient laissé des traces invisibles dans le corps et la mémoire d'une femme. À partir de ce moment, le DIFIN lança un programme appelé « Voix non nées », axé sur le soutien psychologique des femmes qui avaient perdu des enfants dans des contextes de violence, de pauvreté extrême ou d'isolement. Des protocoles d'intervention furent mis en œuvre pour les cas de fausses couches ou d'accouchements non assistés dans les zones marginalisées. Et des fonds furent alloués pour identifier les cimetières informels. Ils se trouvaient dans des terrains vagues, des cours, des arrière-cours ou les rives des ruisseaux. Estella ne parla plus jamais publiquement du sujet, mais commença à visiter un atelier de céramique pour les femmes survivantes d'un deuil périnatal. Là, elle modelait de petites figures sans visage, qu'elle appelait « enfants du vent ». Elle les offrait à d'autres mères de l'atelier. Parfois, elle les laissait au panthéon du village, sur des tombes anonymes. Personne ne demandait rien. Personne ne disait rien. Il ne la regardait pas avec respect. Samuel, informé de la nouvelle découverte, demanda à lire le rapport complet. Il le fit seul, dans sa chambre. À la fin, il écrivit une lettre à lui-même. « Ce qui ne me définit pas, c'est ce que je ne sais pas, ni ce qu'on ne m'a jamais dit. Ce qui me définit, c'est ce que je décide de faire avec ce que je découvre. » Ensuite, il rangea l'enveloppe dans son sac à dos, où il portait aussi un livre de Galeano et un autre de Joconda Vei. Myriam réagit avec confusion. J. Elle ne comprenait pas entièrement ce que signifiait avoir des frères et sœurs qu'elle n'avait jamais connus. Elle demanda si cela la rendait moins spéciale. Si eux aussi avaient eu les yeux bleus. Si l'un d'eux aurait été comme Ruben. Estella lui répondit qu'elle ne le savait pas, mais que peut-être oui. Que peut-être l'un d'eux fut celui qui lui murmura en rêve qu'il était temps de parler. Ruben, étranger aux détails, aperçut quelque chose dans l'ambiance. Il a commencé à dessiner plus de figures avec des ailes. Il les appelait ceux du ciel. Un jour,
il lui a remis une stèle. C'était une figure faite au crayon de cire et avec une ligne estorpe. Mais claire, un bébé avec une étoile sur la poitrine et une montagne en arrière-plan. Estella l'a gardé dans son sac sans dire un mot. Lors d'une cérémonie discrète, sans presse, sans discours, sans nom, un groupe de femmes de l'atelier de céramique a placé une plaque dans un coin du panthéon de Gómez Palacio. Elle disait « Ici aussi reposent ceux que personne n'a comptés. » Mais qui ont été? Ils n'étaient pas là, debout, les mains croisées devant lui. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas parlé. Il a seulement regardé. Et dans ce silence, pour la première fois, il a semblé que quelque chose se refermait. Des années après ce premier rapport, quand les journaux ne parlaient plus de l'affaire et que le nom de famille Reyes revenait lentement au non-animato, ce qui s'était passé dans les montagnes de Durango continuait de battre dans d'autres espaces, plus discrets mais non moins importants. Ce n'était pas seulement une mémoire institutionnelle. C'était de la chair. C'était une racine. C'était le souvenir de ce qui s'était caché pendant si longtemps que cela a fini par pousser sous terre comme une graine amère. Samuel, maintenant âgé de 20 ans tout juste révolu, suivait le 2e semestre de travail social à l'Université autonome de Coahuila. Il avait obtenu une bourse complète grâce à un programme pour jeunes en situation de vulnérabilité. Il vivait dans une petite résidence estudiantine, partageait sa chambre avec 2 camarades d'origine indigène et passait les nuits à étudier jusqu'à s'endormir sur les livres. Pendant son temps libre, il collaborait avec une organisation qui travaillait avec des adolescentes enceintes et de jeunes mères. Il ne parlait pas beaucoup de son histoire. Il disait seulement, si quelqu'un demandait, qu'il venait d'un petit village avec de grandes histoires. Un après-midi, tandis qu'il coordonnait une activité avec des filles de 13 et 14 ans, il remarqua que l'une d'entre elles, Lucia, yeux tristes, épaules rentrées, évitait tout type de contact physique. Elle ne voulait pas jouer. Elle ne voulait pas lire. Elle regardait seulement le sol. Samuel n'a pas insisté. Il lui a laissé une libre temps blanco et une paire de crayons de couleur. Quelques jours plus tard, elle lui a remis une feuille pliée en 4. Elle avait dessiné une maison sans fenêtre et une petite fille seule dans un coin, les mains cachant ses oreilles. Samuel a rangé le dessin dans son portefeuille. Il n'a rien dit. Mais cette nuit-là, il a écrit dans son journal « Parfois, on n'a pas besoin de connaître la fin de l'histoire pour savoir qu'il faut rester ». Myriam, de son côté, avait commencé à fréquenter une école d'art à Durango capitale. Bien qu'elle fût encore confrontée à des épisodes d'anxiété, sa capacité à transformer l'angoisse en expression était de plus en plus évidente. Elle a commencé à exposer ses gravures lors d'expositions étudiantes. Et l'une d'elles, une série intitulée « À la fille qui se cachait dans les arbres », a été sélectionnée pour un concours national. Elle n'a pas gagné, mais le jury a inclus une mention honorable avec un commentaire qui disait « Une œuvre qui dérange avec beauté ». Lors d'une interview pour une petite publication culturelle, Myriam a accepté de parler pour la première fois avec son nom et son prénom. Elle a dit qu'elle le faisait non par courage, mais par clarté. Qu'elle était fatiguée de se cacher derrière des pronoms. Je ne suis pas seulement une victime. Je ne suis pas seulement une survivante. Je ne suis pas celle qui reconstruit avec les morceaux. Et cela aussi est une identité. Ruben, âgé de 13 ans, avait réussi à intégrer une école publique avec un accompagnement spécialisé. Il utilisait des semelles orthopédiques, des appareils auditifs et nécessitait encore de l'assistance pour certaines activités physiques. Mais il avait développé une forte relation affective avec son groupe. Ses camarades le voyaient comme quelqu'un de différent
mais bonne vibration. Il aimait la musique de vent, les films d'animaux et les livres illustrés d'astronomie. À la maison, il passait des heures à assembler des systèmes solaires avec des sphères de styromousse et des cure-dents. Il disait qu'il voulait être celui qui regarde les planètes. Estella l'écoutait avec un mélange de tendresse et de nostalgie. Elle l'aidait à peindre les anneaux de Saturne avec de la gouache bleue, lui préparait du pop-corn pour regarder des documentaires, et l'embrassait chaque fois qu'il lui disait « Maman » avec cette voix encore entrecoupée, mais de plus en plus ferme. Chien Benkien lui demanda un jour, tandis qu'il se promenait dans une foire scientifique sur la place principale, « Nous sommes déjà normaux. » Estella resta silencieuse quelques secondes. Puis, elle s'est accroupie, l'a regardé dans les yeux et lui dit « Nous n'avons jamais été le contraire. Nous étions seulement invisibles. » Avec le temps, Estella avait réussi à construire une vie modeste, mais stable. Elle travaillait dans une bibliothèque communautaire, donnait des ateliers de lecture pour les mères altérées et organisait des cercles de conversation avec d'autres femmes de sa colonie. Elle ne parlait jamais de son passé directement, mais ne le niait pas non plus. Si quelqu'un demandait avec respect, elle répondait. Si quelqu'un murmurait avec curiosité malsaine, elle s'éloignait sans rien expliquer. Elle avait appris à vivre avec la rumeur, à ne pas se défendre de tout, à distinguer entre ceux qui veulent savoir et ceux qui veulent seulement regarder. Un jour, elle reçut une lettre sans expéditeur. Elle disait seulement « Merci d'avoir parlé. Le maire n'a jamais pu. Moi non plus. Mais en air-terre, j'ai compris que mon silence n'était pas ma faute. » Elle n'en disait pas plus. Mais Estella la garda près de ses figures de céramique. Elle n'avait pas besoin de savoir qui l'avait envoyée. L'important était ce que cela impliquait. Que son histoire, douloureuse comme elle l'avait été, pouvait aussi être un phare. Sur le plan institutionnel, la loi Reyes avait été reproduite dans 2 autres États du nord du pays. Un réseau de coordination fut créé entre différentes statales pour partager des protocoles et des expériences dans l'approche des cas d'isolement extrême. La figure de Laura Castañeda, déjà à la retraite, fut reconnue lors d'une cérémonie discrète au congrès local comme l'une des promotrices de cette transformation. Dans son discours, elle dit une seule phrase. « Il faut regarder au-delà de là où arrivent les routes. Là aussi, il y a de l'enfance. » Une décennie après le scandale, le terrain où se trouvait l'ancienne cabane fut acheté par le gouvernement municipal et converti en une station de surveillance environnementale. Les restes de la structure furent retirés, mais une pierre gravée d'une inscription simple fut laissée. Ici vécurent des personnes qui méritaient d'être vues. Que cela ne se répète pas. Il n'y eut ni cérémonie, ni presse, ni discours. Mais parfois, des voisins de communautés proches laissaient des fleurs et sauvages en passant. Samuel revint une fois. Il se vit à même le même sentier que sa mère et son oncle parcoururent pendant des années. Il ne trouva pas de vestiges, seulement le silence. Mais ce silence ne l'effrayait plus. Il s'assit sous un chêne, ouvrit son carnet et écrivit « L'horreur ne nous définit pas. Ce que nous avons fait après, oui. » Myriam revint aussi, mais plus tard. Elle emporta avec elle une boîte avec des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. Elle l'enterra sous une pierre, à côté de graines de la bande. Elle dit que c'était sa façon de clore le cycle, qu'elle ne voulait pas laisser de haine dans cette terre, qu'elle préférait planter quelque chose. Ruben n'y alla jamais. Il ne voulut pas, et personne ne l'a obligé. Pour lui, l'histoire commençait dans la nouvelle maison, sur l'arbre du trottoir. La première fois qu'il vit une luciole sans que personne ne lui dise qu'elle était dangereuse. Son histoire ne commençait pas avec la cabane. Elle commençait avec le ciel. Estella, de son côté, continua de marcher lentement,
mais fermement, parfois avec des doutes, parfois avec de la fatigue, mais avec une direction. Sa routine était simple. Café tôt, vêtements lavés à la main, radio doucement. Elle n'avait pas besoin de grand-chose. Elle avait vécu trop avec trop peu. Ce qu'elle avait maintenant, des livres, un foyer au toit solide, le respect de ses enfants, était plus que suffisant. Quand elle eut 50 ans, ses enfants lui organisèrent un dîner à la maison. Ils n'invitèrent certes pas beaucoup de monde. Les amis proches. Sur la table, il y avait du mol, du pain sucré et une photo en noir et blanc de sa mère, Mariana, souriante parmi les tournesols. Myriam lui donna un poème. Ruben dessina un gâteau avec des crayons de cire. Isamuel, en levant son verre, dit quelque chose qui résonna chez toutes les personnes présentes. Les racines ne se choisissent pas. Mais les branches, oui. Et nous décidons de croître vers la lumière. Cette nuit-là, il n'y eut pas de larmes, pas d'étreinte, des rires, un silence des bons. Parce que parfois, après tant de douleurs, le miracle n'est pas d'oublier. C'est de se souvenir sans se briser. Le dernier souvenir qu'Estella conservait de son enfance n'était pas une image nette ni une phrase spécifique. C'était un son. Le craquement des feuilles sèches sous ses pieds chaque fois qu'elle sortait chercher du bois avec son frère. Des années plus tard, elle découvrit que ce son continuait en elle. Non pas comme une menace, mais comme un écho persistant de quelque chose que la vie ne lui avait pas permis de choisir, mais qu'elle avait appris à regarder en face. Non pas comme une punition, mais comme une racine maladroite, tordue, mais sienne. Quand Ruben eut 15 ans, il demanda un appareil photo en cadeau. Il voulait prendre des photos d'arbres, dit-il, de branches qui s'entremêlaient. Il commença par ceux du parc près de sa maison, puis ceux du centre communautaire, où sa mère donnait des ateliers, et plus tard, il s'intéressa aux arbres d'autres régions. Les images étaient simples, sans filtre, souvent floues, mais chargées d'une émotion brute. Il y avait quelque chose en elle qui captivait. Comme si Ruben cherchait, dans chaque tronc, une manière d'expliquer ce qu'il n'avait jamais pu nommer. Un jour, pendant une exposition scolaire, une professeure d'art lui demanda pourquoi il photographiait toujours des arbres cassés ou penchés. Ruben répondit sans hésiter « Parce qu'il ne faut pas être droit pour grandir haut ». Personne ne dit rien pendant quelques secondes. Ensuite, la maîtresse sourit simplement. Il n'y eut plus de questions. Myriam avait obtenu une bourse pour suivre une résidence artistique à Guadalajara. Elle vivait seule, dans un petit appartement au plafond bas et aux murs humides, mais avec une grande fenêtre qui donnait sur un figuier. Elle peignait pendant la nuit, quand la ville dormait, et écrivait des lettres qu'elle n'envoyait pas. Elle les brûlait. D'autres, elle les lisait à voix haute et les laissait s'envoler par la fenêtre. Elle sentait qu'en faisant cela, une partie du poids s'en allait avec elle. Elle ne parlait pas de son père, ni de sa mère. Elle écrivait seulement sur des filles qui parlaient avec le vent, sur des femmes qui grandissaient avec des épines dans le corps et qui apprenaient à les utiliser pour se protéger, non pour blesser. Elle publia un petit livre illustré qu'elle intitula « Herbe, qui ne meurt pas ». Elle l'autopublia dans une édition artisanale, vendue dans des foires de quartier et des librairies indépendantes. Ce ne fut pas un succès commercial. Mais une femme à Culiacán le lut et écrivit une critique qui disait « Je ne connaissais pas Myriam jusqu'à ce que je la voie dessiner. » Pour Myriam, ce fut suffisant. Samuel, déjà diplômé, travaillait comme coordinateur de terrain dans une organisation qui intervenait auprès de communautés rurales en situation d'isolement extrême. Il parcourait des semaines entières des chemins de terre.
dormait chez des volontaires, organisait des assemblées communautaires. Et dans les longs silences des nuits passées dans des lieux isolés, il pensait à quel point les mots changent selon l'endroit d'où ils sont prononcés. Il avait cessé d'utiliser le mot « victime ». Non parce qu'il ne croyait pas en son poids, mais parce qu'il préférait parler de processus, de résistance, de tout ce qui se construit malgré le mal. Une fois, lors d'une formation pour des fonctionnaires à Chihuahua, une jeune travailleuse sociale l'aborda pendant une pause. Elle lui dit qu'elle connaissait son histoire, qu'elle l'avait entendue à l'université, que cela avait changé sa façon de voir les dossiers. Samuel ne répondit pas immédiatement. Il lui demanda seulement « Et toi, que fais-tu avec ce que tu sais ?» Elle resta silencieuse. Plus tard, elle lui écrivit un courriel où elle disait « J'ai commencé à écouter, pas seulement à noter. » Estella, maintenant avec plus de cheveux blancs que de mots, continuait de marcher dans les mêmes rues. Elle connaissait le nom de tous les enfants du pâté de maison. Elle savait qui avait des allergies, qui vivait avec ses grands-parents, qui pleurait la nuit. C'était la dame à qui on apportait des dessins le jour de la fête des mères, même si elle n'était pas leur mère. C'était celle qui savait préparer le meilleur riz au lait, celle qui prêtait des livres sans les demander en retour. C'était, sans le vouloir, un refuge. C'était le 12 février, jour qui pour elle marquait le début de sa vie hors de la montagne. Elle cuisinait du pain de maïs. Elle le faisait en silence, sans rituel, sans nostalgie excessive, juste du pain chaud, du beurre, et la certitude d'avoir survécu sans perdre la tendresse. Un après-midi, pendant qu'elle balayait le patio, elle entendit une conversation entre deux fillettes qui jouaient avec des poupées près de sa maison. L'une dit à l'autre « Ils disent, moi, que tu n'as pas de papa. » Et l'autre répondit, sans hésiter « Je n'en ai pas besoin. J'ai ma maman et Madame Estella. » Elle s'arrêta, respira profondément et continua de balayer. Dans un vieux carnet, gardé dans le tiroir de son bureau, elle conservait encore une phrase écrite à l'encre qui avait coulé « La honte n'est pas mienne. Je suis seulement née là où personne ne regardait. » Elle ne la lisait plus. Elle n'en avait pas besoin. Mais elle ne l'arrachait pas non plus. C'était son rappel qu'il y avait un avant, mais qu'il ne commandait plus. Ce qui s'était passé dans les montagnes de Durango laissa des blessures qui ne guérirent pas complètement. Quelques fantômes restaient présents, dans des regards qui évitèrent le passé, dans des silences durant des réunions familiales, dans des vides de noms qui ne se prononçaient pas. Mais cela laissa aussi des traces d'un autre type, chez des enfants qui allaient maintenant à l'école, chez des femmes qui osaient parler, dans des systèmes qui commencèrent à regarder là où il n'y avait avant que des pentes. L'histoire que je viens de te raconter n'est pas confortable. Elle n'est pas faite pour consoler. Elle est faite pour incommoder, pour secouer, pour te laisser pensif. Car derrière chaque cas réduit au silence, il y a des questions sans réponse. Personnes invisibles, systèmes qui ont échoué. Et aussi parfois, très de temps en temps, il y a ceux qui choisissent de ne pas répéter l'histoire. Il y a ceux qui rompent le cycle. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait regarder différemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne Mexico Prohibido. Ici, nous racontons ce que d'autres préfèrent taire. Et si tu connais des histoires de ta région qui méritent d'être racontées, écris-les dans les commentaires. Nous voulons les écouter. Nous voulons leur donner une voix. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un disposé à regarder en face, le silence n'aura pas le dernier mot. Nous voulons leur donner une voix. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un disposé à regarder en face, le silence n'aura pas le dernier mot.